Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons maintenant parler de la vulgarisation. Alors la vulgarisation, c'est une diffusion pédagogique du savoir scientifique pour un public qui n'est pas expert en sciences, que ce soit dans ce domaine ou en sciences en général. C'est aussi une voie d'accès du public à une culture technologique, scientifique, industrielle et environnementale. La vulgarisation, à notre époque, fait vraiment partie de la démarche scientifique. C'est une des missions des chercheurs. Ils doivent faire connaître leurs travaux. C'est même une nécessité pour l'avancée du savoir, parce qu'elle est nécessaire à la production scientifique, pour susciter des vocations, par exemple, et parce qu'elle est vue aussi comme un bien commun. La science est le bien commun de toute l'humanité. Elle facilite aussi une critique positive en permettant un dialogue avec le public. Elle permet aussi aux citoyens de saisir les enjeux et les importances des projets scientifiques. Alors essayons de donner quelques éléments de définition de la vulgarisation. C'est d'abord un lien volontaire de transmission du savoir scientifique entre des chercheurs, des enseignants, des experts, des animateurs, des médiateurs, des conférenciers, des journalistes scientifiques, vers un public profane. On inclut aussi là-dedans l'acquisition volontaire par le public sans passer par un contact direct avec la vulgarisation, avec un vulgarisateur, pardon. La vulgarisation a plusieurs niveaux de complexité. Cela va de la simple information d'actualité, au titre d'un grand journal qui dit « Découverte du boson de X », jusqu'à des explications détaillées et approfondies qui peuvent prendre une certaine place. La vulgarisation est avant tout à destination du néophyte et du grand public. Il s'agit d'une information donnée à un public de nature très variée, de l'état de l'art d'un domaine scientifique, par exemple sur le réchauffement climatique, où le GIEC publie régulièrement un document de vulgarisation à l'intention des décideurs et qui est également accessible au public. C'est la mise en place de conditions qui permet un dialogue entre un profane ou un amateur éclairé et un savant ou un spécialiste. C'est aussi l'entretien d'interaction et de rétroaction entre un public et les experts pour faciliter l'usage de la science dans la société, puisqu'à ce moment-là, le grand public est le premier concerné. La vulgarisation a aussi pris récemment des formes nouvelles, avec un transfert de connaissances entre disciplines. Dans ce cas, les experts d'un domaine sont les profanes d'un autre domaine. Et ce transfert entre disciplines permet l'interdisciplinarité et la transition du savoir entre domaines scientifiques. Il y a aussi la naissance récente d'approches collaboratives telles que Wikipédia, la Wikiversité ou des démarches citoyennes, par exemple. Citons encore l'open source pour ce qui est d'articles ou de logiciels ou de bases de données en accès libre, tout public, et qui est notamment poussé et mis en avant par divers acteurs comme le CNRS, mais qui par contre
est freinée par les éditeurs de publications scientifiques qui, bien entendu, ne sont pas favorables à une diffusion gratuite. Et cette diffusion gratuite est en particulier poussée pour tout ce qui concerne de la recherche sur fonds publics, puisqu'après tout, ces recherches sont faites avec nos sous. Alors, quels sont les moyens et les acteurs de la vulgarisation? Le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie disait en 2010: il faut être précis et compréhensible par le plus grand nombre, sans simplifier à l'extrême un message qui pourrait devenir mensonger, et cela nécessite un effort et des compétences dont l'importance est souvent sous-estimée. Je ne pourrais pas dire mieux. Faire de la bonne vulgarisation, qui est claire, compréhensible, qui n'est pas trompeuse, qui n'est pas trop simplifiée, c'est un art difficile, qui nécessite beaucoup d'efforts et des qualités pédagogiques importantes. Il existe des fonds publics qui sont destinés à favoriser la vulgarisation, pour informer le public, tout domaine confondu. Et ainsi, la Bibliothèque nationale en France contient plus de 12 000 ouvrages de vulgarisation que vous pouvez consulter. Elle est abonnée à plus de 44 périodiques de vulgarisation et plus de 62 périodiques électroniques disponibles sur Internet. Un moyen de diffusion, c'est également les musées, sous forme d'expositions temporaires sur un sujet donné, ou des expositions permanentes. Cela peut se voir à l'école, dans diverses sociétés savantes, ou des installations fixes telles que le Palais de la Découverte, ou la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Tous les pays possèdent des musées d'histoire. En Belgique, nous avons le musée royal des sciences. Et en Angleterre, il y a le British Museum. Et tous les pays possèdent des lieux d'exposition et de vulgarisation de la science pour le public. Certaines expositions, à nouveau temporaires ou permanentes, se sont parfois orientées vers les tout jeunes enfants. C'est un phénomène relativement récent, notamment dans les sciences de la vie, ce qui permet à des enfants d'accéder à un savoir scientifique à travers tous leurs sens, par exemple en se promenant dans un intestin de taille gigantesque, ou en pouvant examiner un cœur gigantesque en l'écoutant battre, en le voyant battre. Et il y a aussi certains musées qui offrent une approche ludique, tout public, à l'aide de toutes les techniques multimédia, notamment le cinéma en 3 dimensions, ce qui permet de faire disparaître l'aspect aride et rébarbatif que peut avoir parfois la science, en lui donnant un aspect plaisant et amusant. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous continuerons la présentation de ces moyens en parlant des publications et nous continuerons sur d'autres aspects de la vulgarisation. Je vous remercie.